Nous sommes aux deuxième rencontre mutualiste. Oui. Les gens qui sont là sont des gens qui s'intéressent à la mutuelle en général. Ce sont tous des mutualistes, mais vous apportez-vous quelque chose, vous apportez des solutions, notamment en termes de gestion, etc. Vous pouvez me parler de ça, s'il vous plaît? Oui, bien entendu. Je continue. Donc, les organismes mutualistes sont assujettis maintenant à de nouvelles règles prudentielles par le fait de solvabilité 2, donc qui est la déclinaison au niveau français des directives européennes, des projets de directives et des directives européennes à horizon 2012 qui vont arriver en France afin d'homogénéiser les pratiques en matière d'assurance entre les différents acteurs que sont les compagnies d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles complémentaires santé. Alors, ce que peuvent retirer les organismes mutualistes, les mutuelles, unions de réassurance de solvabilité 2, c'est une professionnalisation des approches en matière financière pour apprécier les risques liés aux différents marchés sur lesquels interviennent les organismes mutualistes et principalement une meilleure approche en particulier, et on l'a vu avec les études d'impact, sur les portefeuilles financiers, les placements financiers que peuvent effectuer les mutuelles. Jusqu'à présent, les marges de solvabilité, les niveaux de fonds propres que devaient obtenir et que devaient maintenir les organismes mutualistes ne dépendaient absolument pas de la façon dont elles géraient leurs placements, de la façon dont elles géraient l'acceptation de leurs risques, de la façon dont elles étaient même organisées en interne. Maintenant, tout ça va changer puisque nous sommes dans un maillage très fin des risques et le fait, par exemple, pour une mutuelle d'investir sur des placements en actions va la pénaliser en termes de représentation de fonds propres. Alors bien évidemment, les organismes mutualistes n'ont pas à rémunérer des actionnaires, ce sont des groupements de personnes. Et contrairement aux sociétés d'assurance, qui sont des sociétés capitalistiques, l'impact de solvabilité 2 sera nettement moins important, puisque ces organismes d'assurance que sont les compagnies d'assurance vont, en plus de rémunérer leurs actionnaires, être obligés d'immobiliser un certain montant de fonds propres qu'elles devront elles-mêmes rémunérer. Les groupements de personnes n'ont pas à effectuer cette rémunération externe. Néanmoins, ça va leur permettre d'obtenir une démarche identique à celle des compagnies d'assurance et notamment je pense qu'il faut dédramatiser cette arrivée de solvabilité 2 puisque pour 90% des organismes mutualistes qui gèrent de la complémentaire santé, l'impact sera relativement faible. Les besoins en fonds propres seront augmentés. Les dernières études que nous avons pu voir ce matin et qui nous ont été présentées lors de cette table ronde montrent qu'on a un montant de 1,3 à 1,5%, 1,3 à 1,5% de fonds propres supplémentaires qui vont être demandés. Donc on dédramatise l'aspect purement financier, le niveau 1, le pilier 1 de solvabilité 2. Par contre, ce qui a été dit ce matin, c'est que le véritable impact pour des mutuelles complémentaires santé, ça sera le pilier 2, c'est-à-dire leur façon d'appréhender les risques et de maîtriser les risques opérationnels, c'est-à-dire les processus qu'elles mettront en place en termes de contrôle interne, en termes d'évaluation des actions et en termes surtout de gouvernance pour assurer une maîtrise de leurs risques. Donc là, je pense que l'impact financier sera beaucoup moins fort que l'impact organisationnel et l'impact en termes de gouvernance. Donc ça, c'est un point important pour les organismes mutualistes. Il est vrai que la FNMF a fait le nécessaire en termes de lobbying pour infléchir par les différents QIS, et notamment le 3 et le 4, l'impact sur le risque purement santé qui est reconnu maintenant comme un risque à part entière en France et qui n'existe nulle part comme tel en Europe. Par contre, une meilleure organisation, une meilleure maîtrise des risques, une meilleure aussi diffusion de l'information à la fois à l'organisme régulateur qui est la CAM et au marché que sont les autres organismes et entreprises d'assurance. Je pense que c'est ça que les organismes mutualistes vont retirer de Solvabilité 2. En même temps, vous aurez besoin d'informer, de faire de l'information sur ces nouvelles normes. Quels sont les moyens que vous allez utiliser pour faire de l'information? Ce type de rencontre, j'imagine que c'est l'idéal, mais j'imagine que vous aurez besoin d'aller beaucoup plus loin là-dessus.
Oui, notamment au niveau des conseils d'administration, puisque le pivot en fait de cette réforme en termes de gouvernance, ça va être le conseil d'administration. Et autant les salariés, qu'ils soient directeurs, chefs d'équipe ou membres du personnel, vont tous passer par un processus de formation permanente qui est bien évidemment nécessaire dans des matières techniques comme celle-ci, autant la professionnalisation d'une partie du conseil d'administration est une idée qui a émergé ce matin, compte tenu notamment des difficultés pour un conseil d'administration en séance plénière à adopter, des règles de gouvernance, une maîtrise des risques entre personnes d'horizons différents. Donc la compétence, la formation des administrateurs, l'organisation du conseil d'administration en comité ad hoc qui peuvent prendre des décisions beaucoup plus rapidement, l'apport d'experts extérieurs à ces comités ad hoc prend une phase, à mon avis, indispensable pour que cette réforme puisse... Alors, il y a aussi un deuxième aspect qui concerne l'outillage. L'outillage en termes informatiques, l'outillage en termes d'outils de maîtrise, de contrôle des risques. Alors, il est clair que, si vous voulez, une fois que les organismes mutualistes auront cartographié leurs risques, auront fait un inventaire, l'auront hiérarchisé en termes d'impact financier et en termes d'occurrence, il faudra pour elles arbitrer sur le traitement de ce risque-là. Est-ce qu'elles vont l'externaliser, par exemple, faire de la réassurance, par exemple, externaliser en gestion pour compte leur système informatique, ou alors est-ce qu'elles vont l'auto-assurer quelque part avec des fonds propres supplémentaires et avec tout un processus de remontée d'informations concernant la maîtrise des risques qui passera inévitablement par un outillage informatique des éditeurs informatiques spécialisés sur la gestion des risques. Donc j'ai bien compris gestion et maîtrise des risques. Vous parliez aussi d'aide au placement. Ça veut dire que même pour une mutuelle, ça peut faire des produits financiers et ça, c'est pas complètement négligeable. Ah non, c'est pas du tout répréhensible. Mais par contre, la difficulté, ça sera d'arbitrer sur les placements. Si vous voulez, il y a un deuxième aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est l'aspect aussi de la fiscalité. Cet aspect peut paraître un petit peu éloigné du contrôle interne et management des risques. En fait, il est très proche puisque l'impact financier des mesures fiscales qui vont arriver dès 2008, dès l'exercice 2008, devra être pris en compte dans une maîtrise des risques. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, sur la gestion des placements, est-ce que le conseil d'administration va se positionner sur des placements plutôt actions françaises, puisqu'on sait qu'à partir du moment où une OPCVM détient à plus de 80% des actions françaises, les plus-values latentes sur ces portefeuilles-là ne seront pas imposées pour celles des mutuelles qui rentreraient en fiscalité et seraient assujetties à l'impôt sur les sociétés, alors qu'un choix autre entraînerait des conséquences immédiates d'ailleurs en termes de fiscalité. Donc à la fois la fiscalité, à la fois la maîtrise des risques qui elle demandera pour acquérir des actions, des fonds propres supplémentaires qu'il faudra bien rémunérer tout du moins pour assurer une performance économique minimum. C'est pas parce qu'une mutuelle fait partie de l'économie sociale et qu'elle est un acteur important de l'innovation sociale qu'elle ne doit pas avoir une performance économique au moins comparable, en tout cas, aux institutions de prévoyance. En tout cas, la meilleure possible. Voilà, le meilleur possible, l'optimum possible. Donc, il faudra bien arbitrer entre les véhicules de placement, leur composition et le niveau de risque acceptable par le conseil d'administration. Souvent, la difficulté, c'est que vous avez des conseils d'administration qui sont sensibilisés au sujet. Solvabilité 2 va contrôler ça. Solvabilité 2 va aider à la formalisation des décisions. C'est-à-dire que les conseils d'administration devront écrire dans une résolution le niveau de risque acceptable par typologie de placement, ce qui n'était pas obligé de faire à l'heure actuelle. Vous allez, en ce qui vous concerne, vous occuper de cette mise en place à la MGET, j'imagine. Pour Umavi, comment ça se passe ? Alors nous sommes commissaires aux comptes du groupe. Alors, il y a aussi l'aspect groupe à envisager, du groupe UPI. Et bon, là, dans notre rôle de commissaire aux comptes, nous avons un rôle réglementaire inscrit dans la loi. L'idée étant de vérifier la régularité des opérations qui vont être effectuées et des choix qui vont être faits par rapport à tout le corpus réglementaire, à la fois technique et à la fois fiscal, qui va être mis en place. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur.